Allez, donc bonjour à tous, désolé 10 minutes de retard. Du coup, on décalera tout d'à peu près 10 minutes pour qu'il y ait quand même 1 heure sur cette émission. Et du coup, let's go. Donc, pendant la première heure, on fait toujours les contextes de tendance. Là, je vois beaucoup de blancs dans le Discord. Donc, vous mettez vraiment vos petites oreillettes. Si vous écoutez sur les contextes de tendance, alors que vous essayez d'apprendre les ranges, ok, si vous vous dites, bon, j'écoute histoire de me familiariser avec le vocabulaire, etc., etc. Mais n'oubliez pas que la règle numéro 1, c'est de structurer son apprentissage. C'est-à-dire pas essayer de tout ingurgiter d'un coup, mais d'apprendre dans un ordre précis. C'est pas pour rien que je vous fais commencer par les ranges. Donc, comme là, on commence par la tendance, soit vous écoutez d'une oreille et vous êtes bien concentré quand on commence les ranges dans 1 heure, soit, à mon avis, et c'est la raison pour laquelle on l'avait mis dans cet ordre, vous partez et vous revenez dans 1 heure. Ok. Mais je ne veux pas que vous focalisiez votre attention sur ce qu'on va dire là pendant la première heure, puisque c'est surtout destiné à faire progresser les verts, les jaunes, etc. Ceux qui ont déjà une maîtrise des contextes de range. Ok, bon, parenthèse refermée. On y va, on démarre sans plus tarder. Donc, est-ce que vous avez des analyses à corriger? Puisque, donc, je vous rappelle le principe. Normalement, vous êtes supposé donc utiliser ce Discord qui est fait pour ça, dans lequel on vous a mis des canaux d'analyse que je vois que vous utilisez très peu. Et donc, normalement, je suis supposé aller ici. Ah si, quand même, vous les utilisez, c'est bien. Donc, allez ici et vous devez donc normalement poster des analyses dans lesquelles, bah, évidemment, vous pouvez donc corriger les analyses des autres, proposer les autres et recevoir la correction, etc. Donc, c'est comme ça que vous progressez normalement. C'est à ça que sert le Discord. C'est un hub dans lequel vous venez pratiquer la stratégie. En replay, j'insiste, je préférerais vous voir faire des replays et proposer des structures replay que proposer des structures en temps réel. D'accord? Juste parce que, bon, c'est bien de travailler aussi le temps réel et de pouvoir mettre en pratique à un moment donné, mais ça nécessite quand même, avant de mettre votre argent en jeu, d'être sûr de maîtriser ce truc-là. Donc, je suis OK avec l'aspect de on trade en temps réel à plusieurs, c'est-à-dire dans ce cas-là, vous proposez une analyse, vous vous accordez à plusieurs pour dire qu'elle est OK, et dans ce cas-là, vous exposez le capital à plusieurs. Moi, ça, je vous l'ai toujours dit, je suis carrément pour, et je pense même que c'est la meilleure des façons de progresser, d'apprendre ensemble, à plusieurs. C'est juste parce que de façon mathématique, c'est pas très difficile à comprendre que si vous êtes plusieurs à gérer le risque, pour moi, il y a moins de chances que vous vous plantiez tous ensemble. 3 personnes qui apprennent la même stratégie, normalement, ne sont pas supposées se planter tous ensemble. Et comme toujours, si vous avez un doute, c'est-à-dire si malgré le fait que vous soyez plusieurs, il y a une partie de la stratégie que vous n'arrivez pas à gérer, n'hésitez pas, vous pinguez et vous mettez @filerix. Moi, je viens vous corriger. Encore une fois, c'est quand même ma stratégie que vous apprenez, donc je suis quand même supposé être la personne qui la maîtrise le mieux. Même si j'en ai pas une maîtrise parfaite. Hein, comme d'hab, moi je reste humain, je peux faire et dire des conneries. Et j'en fais encore et j'en dis encore. Donc n'oubliez pas que je peux me planter et que d'ailleurs c'est même pour moi la plus belle des leçons quand un étudiant me montre que j'ai dit de la merde. Et j'adore ça, vous pouvez pas savoir. Donc je vous invite à pas hésiter, hein, surtout à me remonter quand je dis des conneries. Et je vous jure que ça arrive. Voilà. Ah merde, pas de partage d'écran. Oui, effectivement, ce serait peut-être pas mal avec un partage d'écran. Sauf que, ah ben forcément, je vais pas y arriver. Alors, go live. Ok. Voilà le deal. Ça marche. Donc vous voyez l'écran, non? Normalement, ça doit être bon. Pardon. Bon, de toute façon, ce qu'on a dit jusque-là, normalement, vous devez voir de quoi on fait, à quoi on fait référence. Donc, n'hésitez pas, rappelez-vous, structure de l'apprentissage. Moi, je ne vous prends pas par la main, vous vous démerdez, je vous fournis les outils et l'encadrement nécessaires. Je suis là et présent pour aider si vous avez besoin, mais je ne viens pas vous chercher par la main. Donc, vous vous démerdez comme des grands. C'est comme ça que ça fonctionne ici. C'est ma méthode pédagogique. Donc, bref, l'entraide, entraidez-vous dans le truc, créez des groupes, trouvez des affinités, apprenez à partager avec d'autres gars et éventuellement trader ensemble, mais surtout bouffez du graphe. D'accord? Donc, à défaut de pouvoir créer des trades qui n'existent pas en temps réel, allez manger de l'historique. Donc, est-ce qu'il y a eu, parmi ceux qui sont là, des analyses chiantes où vous vous êtes mis à plusieurs et on n'y arrive pas, etc. Si tel est le cas, bah, je vais venir les corriger maintenant. Sinon, on fait comme on faisait d'habitude, c'est-à-dire au hasard. Soit vous me proposez des tickers, soit je tape des tickers au hasard et on bouffe du chart historique et on identifie les structures primaires de gestion du risque à chaque fois. D'accord? Donc on cherche des structures de tendance et on les structure et on bouffe du chart. Voilà. Et c'est ça que vous devez faire. Hein.
bouffer du chart. Et être capable d'identifier les structures quand elles ont la structure que vous connaissez. Évidemment, pas forcer la bête. Je vous rappelle, quand vous arrivez sur des structures type excès, etc., il ne faut pas chercher à structurer les excès. Ça fait partie de la formation expert que vous ne savez pas faire, c'est un autre niveau. Donc, quand c'est excessif, on voit que c'est excessif, on a des éléments rationnels qui nous montrent que c'est excessif, et on ne touche pas. Indian Rupee. Alors, il me faut le ticker, quand même. Alors, Airbus, on l'avait déjà fait de mémoire, mais on va le refaire. Donc, comme toujours, on cherche la gestion à faible risque. On n'invente pas le time frame, c'est le marché qui vous le dicte, c'est pas à vous de décider. Donc ici, le time frame semble bel et bien être en mensuel. On a la structure de tendance classique, elle est un petit peu excessive, on le voit par là. On a quelques boîtes de contexte qui se disjoignent, mais on voit que les excès sont rapidement corrigés. D'accord ? C'est-à-dire c'est un peu excessif, mais ça va, c'est pas non plus la fin du monde. Donc ça, on peut séquencer la tendance. Donc, rappel du séquençage de la tendance, vous devez valider des éléments rationnels. Tout ça, c'est dans le prési. Si vous hésitez, vous reprenez toujours le prési. Donc, quels sont les éléments qu'il nous faut sur une tendance ? Premier truc, d'accord ? La tendance, ça se voit toujours comme ça. On doit avoir des contextes qui évoluent au-dessus des trucs. Mais pour pouvoir valider le fait qu'on est sur le bon time frame et qu'on a donc une séquence de tendance primaire ici en mensuel, il faut voir le range. D'accord ? Donc, un range, on l'a dit, c'est minimum 3 bornes au moins validées, confirmées. C'est-à-dire ici, on aurait pu casser à partir de là. Ça aurait pu breaker ici. Là, on a donc un range à 1, 2, 3, 4 bornes et 5, la 5e étant cassée. D'accord ? Donc 5 bornes et la 5e cède. Ici, on a bien la rupture. On voit bien, malgré le fait que ça break, on avait des breakouts de range ici. Donc, il fallait être très prudent sur ce breakout. Mais on a bien derrière la confirmation. Quelle est la confirmation de l'entrée en tendance ? Donc on l'a dit, on doit avoir un range, on doit avoir les prix qui cassent ce range, donc tenir des clôtures au-dessus des contextes, généralement donc voir le canal de tendance accélérée. On doit voir la rupture des cycles, c'est-à-dire plus de vendeurs. Le trend sine wave doit se mettre comme ça, c'est-à-dire il n'arrive plus à finir les cycles vendeurs. On doit tenir donc des clôtures de bougies au-dessus des contextes et des clôtures de contexte au-dessus. C'est-à-dire les bougies qui clôturent le contexte arrivent à clôturer au-dessus. Donc concrètement, ici, vous avez tous les éléments, d'accord ? Et essayez toujours de vous mettre en replay, de vous mettre en condition pour habituer votre œil à ce que vous allez voir. Donc à ce moment-là, ce que vous avez, c'est un breakout ici. On fait attention. Donc le premier truc qu'on fait, c'est qu'on a vu cette zone de breakout, elle n'est pas parfaite parce qu'on a donc un breakout de range. C'est pas top, mais ça ne vous interdit pas. Ça veut plutôt dire que sur toutes ces bougies-là, moi perso, je n'aurais pas été très tranquille. Mais j'ai aujourd'hui beaucoup d'éléments de confirmation pour dire ça, c'est une tendance primaire, on peut appliquer le fameux suivi de tendance. OK ? Pourquoi ? Comme on l'a dit, on identifie la zone de rupture, on est bien précédé d'un range. Si j'effectue mon ratio 1 pour 1 ici, je vais donc aller en trimestriel et reporter le point bas au niveau de cassure ici. Donc je vais faire tac, tac, tac. Bon, normalement, c'est à peu près ça, C'est un peu le but. Normalement, l'algo est quand même supposé le faire relativement correctement. Voilà. Oh, tiens, là, il l'a bien fait. Donc, vous avez votre target de break. Cette target de break doit être au moins au niveau de l'ATH ou proche. Donc là, en l'occurrence, on est à la limite. C'est de dire, c'est encore un peu balbutiant. OK ? Si votre breakout a une target qui n'est pas en ATH, genre, si là, on essayait de breaker à ce niveau-là avec des prix historiques comme ça, c'est pas bon. D'accord ? C'est généralement le signe qu'il va falloir ranger sur des timeframes supérieurs. Mais bon, là, en l'occurrence, ça va. On est donc sur quel état ici de maturité ? Ah non, c'est pas en trimestriel. Pour moi, c'est clairement ici et en mensuel. Et il n'y a pas besoin d'aller beaucoup, beaucoup plus loin que ça pour ma part. Et donc, si j'en suis là, où j'en suis ? D'accord ? J'ai identifié ma séquence de tendance. Ici, j'écarte donc le range. Je vois bien mon range et on en sort. Et je commence à avoir tous les éléments de tendance. On voit que ce n'était pas parfait au niveau du breakout, mais on a quand même atteint donc la confirmation. Donc à partir de là, ta tendance, elle est confirmée. Qu'est-ce que tu fais ? Suivi de tendance. Voilà. Bête et méchant, vous savez où vous en êtes, vous reconnaissez la structure, j'ai appliqué mes règles et elles apportent la réponse. Il y avait une petite zone d'ombre au niveau du breakout, ce n'était pas parfait, mais j'ai aujourd'hui tous les éléments de confirmation. Là, je vais tenir ma clôture de contexte carrément au-dessus du contexte.
Ça, c'est un fucking breakout. Si vous n'arrivez pas à voir ça, c'est qu'il faut revoir pas mal de choses. D'accord? Dans ce système-là, il n'y a pas la moindre zone de gris. Ça, c'est juste pur, simple, efficace. J'entre en mode tendance. Je vais UT-2, j'achète les moyennes. Ou tout simplement, ici, si vous ne voulez pas vous faire chier, vous ajoutez la moyenne. D'accord? Et ici, si vous mettez une MA20, d'accord, je vous rappelle, l'UT de contexte, elle est deux fois au-dessus. Donc, si je vous demande de baisser de 2 time frames pour acheter la moyenne, c'est que vous pouvez juste mettre la moyenne 20 sur le mensuel. Ok? Bon, c'est petite astuce maison, quoi. Ok, donc là, par exemple, je peux mettre ma moyenne 20 et je sais que si j'ai un repli ici, je peux l'acheter. D'accord? On connaît ces structures de suivi de tendance. Ça veut dire par contre que si jamais j'ai une troisième borne d'abord, d'accord? C'est-à-dire si ici je fais tac, tac, là, j'achète plus la moyenne. On est d'accord? J'achèterai pas la moyenne, j'attendrai que le range mature et je paierai la cassure. Ok? On n'oublie pas ça, hein, c'est hyper important. Le suivi de tendance, c'est achat de la moyenne si on vient la chercher en repli brutal, ce qui est quand même souvent le cas. Mais si on a une troisième borne, on attend la rupture de la troisième borne. Il vaut mieux dans ce cas-là être plus patient. Ça rémunère moins, mais c'est moins risqué. Toujours hein, ce ratio que vous verrez toujours dans la gestion du risque. Plus c'est risqué, plus ça rapporte. Hein, c'est la base. Évidemment, une stratégie moins risquée, elle rapporte moins, mais elle est moins risquée, donc elle a plus de chances de réussir. Bref, à ce stade-là, donc, on est ici, tranquillou, et on attend de savoir si on a soit une troisième borne, soit un repli à la moyenne. Et encore une fois, vous savez déjà quel est votre prochain mouvement. Vous n'êtes pas, donc, comme je vous dis, en réaction au marché, vous êtes en déterminisme. Vous savez ce que vous allez faire dans les deux cas de figure. Ok. Alors, où est-ce qu'on en est là? Est-ce qu'on paye cette moyenne? Là, c'est un peu zone d'ombre. Vous pourrez me dire, il y a quand même peut-être une troisième borne de range ici. Bon, une troisième borne en retard. Moi, je suis pas tellement d'accord parce qu'il faut quand même que ça tape au moins au-dessus du 50% de contexte. Mais là, bon, moi, j'avoue que j'hésiterai. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on hésite? C'est-à-dire là, les règles que vous avez, elles permettent pas de supprimer toute la subjectivité. Comme vous, moi, je pourrais voir ici une troisième borne en retard. Dans ce cas-là, j'ai déjà une troisième borne en retard. Qu'est-ce que je fais? J'achète plus la moyenne. Moi, je pourrais tout à fait justifier quelqu'un qui me dit maintenant, moi j'ai une troisième borne en retard, j'attends, et je mets un ordre stop, hein, d'accord, c'est-à-dire un ordre stop achat, dès que le prix vient taper 55 par exemple. Moi, je dirais aucun souci. Quelqu'un qui me produit cette analyse, je lui dis ok, top, tu as compris le délire, tu as fait un choix, il y a un peu d'interprétation perso, tu fais le choix du faible risque, et je t'en suis plus que. Je te suis totalement dans cette analyse. Maintenant, quelqu'un qui a un profil un petit peu plus risqué, il dira ouais, bon, bah les couilles. Bah, dans ce cas-là, je fais quoi? Bah, je mets peut-être 1% ici et 1% là. Voilà. Ok, là encore une fois, quelle est la différence entre le mec qui va au doigt mouillé et qui fait un peu ce qu'il veut? Non, là, vous avez identifié la structure, vous savez exactement ce que vous devez faire sur cette zone-là. Vous n'avez juste pas une réponse claire du marché sur la zone. Ça ne veut pas dire, ah putain, du coup, je suis perdu, je ne sais pas quoi faire. Non, non, si, c'est juste que tu peux faire deux choses. Bah, qu'est-ce que tu fais? Soit tu en choisis une, en âme et conscience, tu prends le risque, d'accord? C'est-à-dire que si ici, tu mets 2% et que ça stoppe, bah, tu vas perdre 2%. Si ici, tu mets rien et que ça break, bah, tu gagneras moins, comme on l'a dit, mais tu auras pris moins de risques. Si tu fais un peu des deux, moi, ça me va. Dans tous les cas ici, ça dépend de votre profil de risque personnel. J'ai pas de formule mathématique pour tout le monde ici. Ça dépend de votre modularité sur le risque. Ok? Il y a toujours un peu d'appréciation personnelle dans le trading, j'espère que ça vous l'avez compris. Mais par contre, contrairement au mec qui fait du doigt mouillé, non, vous savez exactement ce que vous faites et vous avez une gestion du risque dans chacun de ces trades. Chacun de ces trades a une target différente et une gestion du risque différente. Pardon, la target ici est la même. La target est la même, mais le stop n'est pas la même. Je vous rappelle, quand vous payez en cassure haussière, votre stop sera sous le point bas qui a été fait. Quand vous payez la moyenne, votre stop est sous le contexte du T supérieur. Ok? Donc, pas les mêmes stop loss, pas les mêmes gestions du risque, mais dans tous les cas, vous avez la structure qui vous dit ce que vous devez faire. Vous avez une part de choix perso qui dépend uniquement, ici encore une fois, de votre appréciation au risque. Mais vous savez que vous allez trader ici, hein, d'accord? Vous savez que vous allez trader. Vous savez juste pas, et vous avez le choix de faire. Est-ce que ça va pour tout le monde?
S'il y a des questions, n'hésitez pas les gars. Si on fait ces lives, c'est justement pour ça. S'il y a la moindre incompréhension dans ce que je viens de dire, il ne faut pas hésiter à demander. C'est qu'il y a une mauvaise compréhension. Et s'il y a une mauvaise compréhension, c'est le moment ou jamais de l'enlever. GMX, c'est une histoire. Bah, j'ai bouffé un stop dessus, moi. Donc, on peut refaire GMX derrière si vous voulez. Ok, donc là, dans l'histoire de ce trade, bon, bah, il n'y a pas de souci. On a un léger choix ici à faire. Achat de moyenne, mais un peu risqué parce que, bon, on doit voir quand même qu'il y a peut-être une troisième borne en retard. Donc, ici, tout dépend de votre appréciation. Pour moi, la troisième borne en retard, je la trouve pas folichonne parce qu'elle a même pas réussi à reprendre les 50% de contexte. Donc, moi, je ne serais pas contre un petit achat de moyenne, mais j'y mettrai clairement pas tout mon risque là-dessus. Voilà. J'ai bien une fin de cycle vendeur, des take profit. Bon, j'ai quand même pas mal d'éléments de gestion du risque pour me dire, ça vaut quand même peut-être le coup de mettre un call ici. OK? Ça marche? À partir de là, que je te dis, je ne sais pas de quoi est fait le turpu. Ok, hop, là j'ai le deuxième trade qui passe. Oula, du calme l'ami. Ok. Donc là, on l'a dit, j'ai mon deuxième trade qui passe, donc celui en breakout. Et concrètement, ici, bon, on voit que mon achat sur la moyenne, j'ai pas eu le point bas, mais il a clairement pas été stoppé. Et j'ai le deuxième qui passe derrière. Ok? Ça marche pour tout le monde? Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a pris un trade en suivi de tendance? C'est-à-dire, admettons donc j'ai payé là et j'ai mon ordre ici derrière qui est un ordre stop, donc j'ai plus besoin de regarder. Moi, pour moi, il y a déjà une chose ici, et c'est une erreur que vous commettez souvent, d'ailleurs. Donc, je prends mon trade ici. Bon, pour moi, la base, ça aurait été effectivement de réduire mon risque avec un signal. C'est-à-dire, bon, moi, personnellement, quand je trade ce genre de marché, je traderai ici. C'est-à-dire, quand ce signal-là clôture, là, j'y vais, tu vois. Mais quand j'ai un peu d'incertitude sur la gestion du risque, j'attends toujours un signal. Je sais que j'achèterai proche de cette moyenne, mais j'attendrai un signal. Là, j'aurais payé là, pour vous être honnête. Donc, allons-y. Si j'ai fait ce truc-là, quelle est la chose que je fais immédiatement après? Donc, comme on l'a dit, il y a deux actions à réaliser. La première, c'est je place mon trade là si j'ai un profil risqué, enfin qui aime le risque. Bon, ça, c'est clairement moi. Et j'ai tout de suite mon ordre stop achat ici. D'accord? Donc, on l'a dit au niveau de la troisième borne, puisque dès qu'on la casse, je renforcerai ma position. OK? Jusque-là, ça va pour tout le monde. Qu'est-ce que je fais immédiatement derrière? À partir du moment où j'ai pris ce trade et j'ai placé celui-là, est-ce que je continue de regarder l'horaire? Non, non. Lui, il a son stop loss qui est placé. Lui, il va être déclenché. Et quand il sera déclenché, j'aurai mon stop loss à placer. Et je pourrais en plus probablement déplacer le stop de celui-là. Hein? Pour moi, quand ça break la troisième borne, je ramène tous les stops sous le point bas. Hein? Voilà. Bon, faut que ça break. Hein? Bon, donc qu'est-ce qu'on fait derrière? On revient sur le time frame principal. On arrête là de regarder les time frames de court terme. Je venais à court terme uniquement pour déclencher mon suivi de tendance. Donc, oubliez surtout pas que si vous faites ce réflexe de OK, je suis en suivi de tendance, donc je regarde tout ce qui se passe UT-2, non. Parce qu'UT-2, vous allez avoir de la merde, du range, du bruit. D'accord? Une fois que vous avez déclenché votre suivi de tendance, vous revenez sur l'UT principal pour pas vous laisser perturber par le bruit. OK? Et là, qu'est-ce que je fais? J'attends que ma structure sorte par le haut. D'accord? Comme on l'a dit, ça doit sortir par le haut. Paf! Voilà. Qu'est-ce que je vise? Puisque c'est mon premier suivi de tendance. Est-ce que je me précipite sur la porte de sortie? Vite, vite, il faut que je récupère mes profits. Non, premier suivi de tendance. Tranquille, les gars. OK? J'abaisse mon stop loss, je réduis mon stop loss et je ne me prends pas la tête. Je reste dedans. D'accord? Rappelez-vous, erreur number one des suiveurs de tendance, se barrer trop vite. Non, putain, les tendances, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, il ne faut pas avoir peur, il faut en profiter. D'accord? Donc, premier suivi de tendance effectué, on est bien sorti par le haut de la zone d'hésitation. Donc, je cherche mon deuxième suivi de tendance. Donc, le deuxième suivi de tendance ne peut se faire qu'une fois qu'on est sorti de la zone du premier, c'est-à-dire qu'il faut avoir un range et il faut en sortir par le haut. Donc là, c'est bien le cas. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Et je retourne UT-2. Voilà. À partir du moment où on est bien sorti de ce bordel, j'attends. De nouveau, repli moyenne, hop, repli moyenne, sans troisième borne, avec un signal. SIC, tout ça, tout ça. J'y vais pas.
Ah, mais non, 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 non. Il n'y a pas de trop près d'eux, trop loin d'eux. Les règles sont claires. Il faut sortir du range précédent avant de faire le deuxième suivi de tendance. Après, il n'y a pas de il faut aller super loin ou pas loin. J'ai jamais mis ça dans les règles. C'est juste, il y a une séquence à suivre. Une fois qu'on sort de la zone du premier suivi de tendance, on enclenche l'achat du deuxième. Point. Non, non, mais ton trade là de troisième borne, son stop, il est là. Et tu l'oublies. Ce que vous oubliez, les gars, d'accord, c'est que en suivi de tendance, d'accord, il faut juste éviter d'avoir plus de 2% de risque. Ce trade-là, son stop, il est pratiquement ABE, puisqu'il est juste dessous. Celui-là, il doit avoir 1% de risque là. Ici, si tu ne me remets pas un trade, je ne comprends pas. Par contre, ici, tu ne peux pas mettre 2%. Et c'est là où j'aimerais que vous ayez ces mécanismes de mesure du risque. Là, actuellement, effectivement, je reviens sur ma zone de trade ici, et j'ai un trade là dont le stop est là et qui a 1% de risque. D'accord? Si j'ai mis 2% ici, moi je te remets 2 ici, j'en ai rien à foutre. Le but, c'est je ne veux pas vous voir avec une exposition nette dans votre tendance supérieure à 2 et quelques pourcents. Si c'est 2,5%, c'est pas grave, d'accord? Mais on va dire, essayez de rester avec une exposition en tout temps qui est maximale de 2%. Parce que ça vous sauvera la vie si jamais un jour ça ne se passe pas bien. Et ça finira par arriver. Donc, faites attention à ça, ok? C'est plutôt, il vaut mieux garantir votre survie à long terme au détriment d'une maximisation du risque de court terme. Encore une fois, vous pourriez gagner beaucoup d'argent si vous voulez, il suffit juste d'utiliser plus de levier, de ne pas mettre 2% de risque, d'en mettre 4, et vous gagnerez 2 fois plus d'argent. Mais vous mourrez. Alors que je vous garantis qu'il vaut mieux pas faire ça. Il vaut mieux gagner moins, mais gagner longtemps. Donc, pour ma part, ici, il faut remettre 1%, sans même discuter, quoi. Ça revient chercher la moyenne, tout, allez, c'est reparti. On va voir si ça marche ou si ça marche pas. Eh ben, ça marche. Donc attention, rappelez-vous, ici, je veux que ça casse la zone. Donc là, vous voyez, hop, rejet de la zone, on revient chercher. Donc là, si tu es déjà en train de dire, allez, super, je me balance, stop à break-even sur le trade, et ben voilà, tu vas venir te faire chasser comme un malpropre. Encore une fois, le trade est pris, revenez en mensuel. Ok? C'est hyper important de faire ça. Et à partir de là, soit le marché il va péter votre stop, soit le marché il repart. Mais dans tous les cas, restez cool. Hop, je sors par le haut, et qu'est-ce que j'ai là? Deuxième suivi de tendance. Est-ce que là, je continue de me balader la bite à l'air en mode je suis trop fort, le marché me donne beaucoup d'argent, etc. ou je sais pas quoi? D'accord? Non. Là, je suis en train de trader au-dessus des contextes. Je sais que je risque la divergence. Non, mais là, qu'est-ce que je fais quand ça clôture au-dessus du contexte? Premier truc, là, j'en sors au moins un. Au moins. D'accord? Je réduis mon risque. Après, je peux attendre un signal. Pour ma part, ici, il n'y a pas de raison, comme je vous dis, de se barrer prématurément. Mais là, je sais que je risque des replis, et ces replis pourraient sans problème revisiter mes prix d'entrée. Donc, ici, moi, pour ma part, je vous dis, soit j'attends un signal, moi, c'est ce que je fais. Je suis plutôt maximisation du risque. Moi, je ne me presse pas sur les take profit. Par contre, bon, voilà, si ici, vous voulez à la limite aller TP 50% de cette position-là, ou etc. Donc là, si vous déclenchez des TP manuellement, c'est forcément petit TP. Hein. On est d'accord là-dessus ou pas? C'est toujours pareil, c'est l'appréciation par rapport à votre sensibilité au risque. Moi, ici, c'est peut-être un petit TP pour avoir l'esprit tranquille si je ne le sens pas bien, mais tant que j'ai pas de signaux, je ne vais pas rusher la prise de sortie. Je sais qu'ici, par contre, le risque, c'est la divergence. Donc, je vais effectivement regarder tous les signaux qui pourraient apparaître. Hein? Effectivement, là, je me dirais que c'est quand même peut-être pas débile de faire un petit TP. OK? Donc là, moi, je sortirais clairement celui-là. Qu'est-ce que je fais d'autre? Qu'est-ce que je fais d'autre? Est-ce que je mets ce trade à break-even? On va voir si vous êtes malin. C'est ni bon ni mauvais, c'est juste mesurer les conséquences de tout ce que vous faites. C'est quoi la conséquence si je mets ce trade à break-even?
je vais probablement me faire dégommer. On est d'accord qu'ici, c'est la divergence. Normalement, ce qui va suivre derrière, c'est le pullback. Votre pullback, on l'a dit, il doit clôturer sous les 50% de contexte. Donc, vous êtes quasiment assuré que cette zone-là va être visitée. Donc, si vous me foutez ça à break-even, ça ne va pas. D'accord? Donc, soit vous me sortez ce trade-là aussi, et vous pouvez garder celui-là avec un stop sous le point bas, vous encaissez tout ça, d'accord? Soit vous vous dites, je prends le risque que ça aille plus haut, j'essaie de maximiser le rendement, mais je ne mets surtout pas ça à break-even. OK? Moi, à ce stade-là, ça sent clairement la divergence. Si vous décidez de sortir les deux trades, je pense que vous faites un bon choix. Si vous décidez d'en sortir qu'un des deux, mais de garder celui-là avec son stop là-dessous, pourquoi pas? Par contre, dans ce cas-là, vous savez ce qui va se produire. Si ça baisse, vous savez que ce trade-là, vous allez le sortir sur la troisième borne. OK? Si ça vient renverser votre canal de tendance, il faudra venir me récupérer le TP direct derrière. Hein. Au moindre rebond, il faudra se barrer. D'accord? C'est clair ou pas ça? Si vous prenez le choix de dire je garde ça, il faut être conscient qu'il va probablement être revisité, mais qu'il y aura un repli. Je vous rappelle, dans la tendance haussière, on revient toujours chercher les troisièmes bornes. Donc, vous savez qu'on rebondit à la troisième borne du canal de tendance et il faudra vous barrer. OK? Est-ce que c'est clair ça ou pas? Si c'est pas clair, il ne faut pas hésiter à le dire, les gars. Mais normalement, ça doit être du tac au tac. Vous savez tout ce qui va se produire, et si ça se produit, vous savez ce que vous allez faire derrière. OK? Si vous me gardez ce trade-là, je ne veux surtout pas voir de stop loss déplacé, mais si jamais ça renverse le canal de tendance, vous sortirez ce trade. Si vous le gardez, c'est parce que vous pensez que ça va continuer de monter. Si ça continue de monter, vous allez vouloir voir des signaux de gestion du risque plus agressifs que ça. C'est-à-dire, là ici, vous avez un triangle et de l'overload. Vous avez bien... Pour moi, je ne vois pas la divergence. Hein. Encore une fois, il n'y a pas vraiment de divergence sur le momentum. On fait un nouveau plus haut là. Donc, c'est plus de dire, pour moi, la divergence de momentum ici, elle n'est pas actée. J'ai juste un momentum suracheté au-dessus des contextes, dans un contexte dans lequel les divergences peuvent apparaître. Donc, si je suis très peu averse au risque, clairement, ici, je vais faire des TP partiels. Si je suis un petit peu plus averse au risque, je vais laisser le trade ouvert, mais je sais ce qui se passe si le marché se replie. Et je sais ce que je ferai d'ores et déjà. Ok, voyons voir ce que le marché va faire. Ok? J'en suis où là? Quel est l'état du truc? Donc là, le surachat, je lui ai mis une belle quenelle. Ça accélère. Qu'est-ce que je fais à ce stade-là? Report de range BE? Alors, je ne comprends pas. Phase d'excès, je TP 100%. Et pourquoi donc? Et non, ça c'est la connerie number one. Dans une tendance, on ne limite pas ses risques. Parce que le potentiel de rendement de la tendance, il ne dépend pas de ta capacité à prévoir sa structure de A à Z, mais ta capacité à naviguer la structure de A à Z. Et une tendance qui part en excès, c'est juste le double effet qui se coule. Laisse-toi porter. Arrêtez d'avoir peur des retournements dans les tendances. Quand vous avez une fucking structure de tendance maîtrisée, d'accord, que vous avez bien vu, vous avez révisé toutes vos règles. Ici, il y a bien une fucking tendance primaire. Si elle devient excessive, au lieu de vous barrer, qu'est-ce que vous faites? Mais non, pas tu renforces. Ça, c'est encore plus con, ça. Qu'est-ce qui se passe quand votre marché devient excessif? Voilà. Là, à ce stade-là, le réflexe que vous devez avoir, c'est « Oh là là, ouf, ça diverge de ma séquence, là. Qu'est-ce qui se passe ?» Au lieu de « Oula, vite, 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 je prends des décisions au doigt mouillé parce que je perds le contrôle. Donc, pour reprendre le contrôle, vite, 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 je TP. » Non, non, ça se trouve, tu vas passer à côté du trade de ta vie, mais tu ne peux pas savoir. Donc, concrètement, sois humble. Tu ne sais pas, donc tu vas demander à quelqu'un. Moi, la base que je te répondrai ici, c'est attends la clôture du contexte. Et on verra. Si ça rebaisse et que ça reclôture dans le contexte, tu fais ton TP. Évidemment. D'accord?
Par contre, si ça clôture au-dessus du contexte, que les deux boîtes de contexte sont disjointes, ce sera attends de voir ce qui va se passer sur la boîte suivante. Surveille bien tous les signaux vendeurs, mais il ne faut pas précipiter des take profit comme ça. Par contre, mets une fucking limite à 100 dollars. C'est-à-dire que si ça va taper vers les 100 dollars, là oui, tu fais le TP. OK? Donc, voilà comment ça se passerait pour ma part. OK? Ce serait de dire, évidemment, tu vas mettre une limite à 100 dollars. Hop. Voilà. Bon, on est d'accord, ceux qui vont regarder en replay, ils vont dire « Ouais, mais trop facile, t'as vu le truc avant, c'est trop facile de réécrire l'histoire. » Mon cul, hein, encore une fois, si tu crois que tout à l'heure, j'ai regardé pour te dire « Ouais, ça va s'arrêter à 100 dollars, mes couilles. » Non, j'en sais rien du tout, ok? Je sais juste que quand j'ai ce genre de merdier, je vais forcément te dire de TP sur la target. Donc là, pouf, oui, tu fais un TP ici. Peu importe qu'il y ait des signaux, pas des signaux, etc. Là, tu vas faire ton TP partiel. Là, tu me sors ce trade-là et tout ça, ok? Encore une fois, normalement, dans ce marché-là, vous devez avoir un trade au breakout aussi. Hein. Donc là, vous avez un trade au breakout. Lui, il est à break-even. Vous avez fait votre premier suivi de tendance. Le deuxième. Donc en fait, ici, on avait plein de trades. On avait des trades là. Qu'est-ce qu'on avait? Ah oui, on avait ça comme trade. D'accord? Donc là, clairement, si vous aviez tout gardé à ce stade-là, bon, là, je fais quoi ici? Je vous demande votre avis. Là, encore une fois, normalement, il faut consulter un expérimenté. Là, vous voyez bien que les deux boîtes de contexte sont disjointes. Moi, je vous dis en tant qu'expérimenté ce que je vous aurais dit de faire, c'est-à-dire un TP obligatoire ici, dans lequel vous me sortez au moins ça. À ce stade-là, moi, que vous gardiez ça, il n'y a aucun problème. Mais il ne faut pas plus que ça. Encore une fois, c'est une tendance. Donc, une tendance, ça monte. Donc, il ne faut pas avoir peur de « Ah, mais je ne suis pas sorti tout en haut et je n'ai pas racheté tout en bas ». Vous savez juste que ce truc-là ira plus haut. Puisque déjà, ici, j'aurais dû avoir une divergence et au lieu de ça, le marché il réaccélère. Donc, au lieu d'être bear, ici, vous êtes encore plus bull. Mais il ne faut pas oublier de séquencer votre truc. C'est quoi qui va se produire derrière, normalement, ici? Soit ça va partir encore plus en excès, donc vous feriez mieux de garder des trades ouverts, soit, malgré l'excès, on va revenir dans la séquence de base et vous allez manger un pullback. Et évidemment qu'il faudra racheter ce pullback et que l'excès final ira plus haut. Ça marche? Voilà. Ici, si vous voulez me sortir le premier suivi de tendance, je vous dirais OK, mais là, quand même, vous avez des boîtes de contexte disjointes sur une zone qui aurait dû diverger. Attention, votre marché veut peut-être aller plus loin. Donc, soit c'est que vous avez une tendance trimestrielle, bon là on voit bien que ce n'est pas le cas, soit tout simplement c'est que, attention, ça veut peut-être dire que votre marché va plus loin. Là, il faut aller plus loin dans l'analyse. Un excès, il faut soit le rationaliser, c'est-à-dire avoir des raisons évidentes de l'avoir, cet excès. Bon là, moi je vais faire mon taf, je vais regarder l'analyse financière du truc, je vais regarder si c'est normal que ça réaccélère. Là, franchement, en l'occurrence, nope. Donc tu vois, là clairement, je te dirais, oui, tu me sors tous les trades de suivi de tendance, on va manger un pullback. Voilà. OK ? Mais là, encore une fois, j'ai des arguments qui vont justifier tout ça. Ce sont des prises de décision qui nécessitent des connaissances supérieures. Moi, déjà, si vous arrivez à faire une partie comme ça de gestion du risque en autonomie, je suis déjà très content en tant que prof. Ah c'est pas évident, mais là, tu as gagné de la thune. Hein. Et après, on l'a vu, le truc, c'est que quand vous avez des tendances primaires en mensuel, vous pourrez trader les flux en 4 heures ou des trucs comme ça. Enfin, bon, après, les tendances, vaut mieux juste suivre la tendance. Hein. Normalement, il n'y a pas de flux en cours de tendance, il y a juste des suivis de tendance. D'accord? Mais oui, tu tiens 4 ans, mais en attendant, voilà, tu as payé sur du 30, tu sors à 90. Putain, mais tu as fait x2, Coco. Comment ça, l'inflation? Ah non, mais il faut que vous arrêtiez les conneries, là. Je ne sais pas quelle drogue vous prenez, mais l'inflation, ça ne peut pas diluer des rendements de x2. Hein. Ça réduit un peu, mais il faut arrêter. Quand tu fais x2 sur un asset en tendance, etc., c'est juste un super beau trade, point barre. Il ne faut pas derrière chercher tout ce qui ne va pas bien. Hein. Enfin, il y en a qui voient le mal partout, mais je vous souhaite bien du courage quand même. Enfin, le marché est de base quand même plutôt optimiste naturellement. Donc, plutôt que vous soyez optimiste aussi. Non, alors Pro Financials, je ne veux pas vous le sortir pour l'instant parce que je sais que vous allez faire n'importe quoi avec. Donc, j'attends d'abord de faire la série éducative sur comment le lire avant de vous le donner. Sinon, vous allez l'utiliser n'importe comment.
Mais les écritures, on s'en fout. C'est juste les chiffres. Mais les écritures, c'est pas ça qui me permettait de lire, hein. Non, non, mais l'inflation, c'est pas ça. L'inflation ici, c'est pas l'inflation. C'est juste, est-ce qu'il y a de nouvelles actions qui ont été émises? Pour plusieurs raisons. Il peut y avoir des stock options, etc. Et tout ça. Donc c'est toujours pareil. L'inflation, c'est pas mauvais. C'est à qui profite le crime. D'accord? S'il y a des nouvelles actions qui sont créées, mais qu'elles sont bloquées 4 ans parce que c'est des stock options pour le dire l'eau, on s'en fout. Elles sont pas vendables, ces actions. D'accord? Il y a plein de cas de figure. C'est compliqué de faire l'analyse fondamentale d'un asset. Donc, avant de vous donner des outils pro avec lesquels vous allez faire nawak, non, je préfère jouer la sécurité. D'accord? Et en attendant, demandez à des expérimentés. Je suis là pour ça. Donc, encore une fois, on parle de tendance longue, etc. Si vous avez des analyses fonda à faire sur des trucs comme ça, même si je vous mets une semaine à vous répondre, vous pensez franchement pas qu'il vaut pas mieux me demander que d'y aller avec votre petit doigt mouillé. Ouais, il me semble que Phil, il a fait ça sur telle vidéo, je peux le faire aussi. Non, ça, dès que vous faites ça, mauvais délire. Si c'est excessif, demandez à un expérimenté. C'est juste le meilleur réflexe à avoir. Si vous voulez apprendre à le devenir vous-même expérimenté, commencez déjà par faire confiance à ceux qui le sont. Peut-être que c'est avec eux que vous apprendrez le mieux. Ok, je referme la parenthèse. Donc là, TP forcé, c'est excessif, mais c'est géré à partir de là par un expérimenté, qui vous aura clairement dit, il faut TP sur la target. Bon, donc on y est. Et là, on attend, tranquillou, que ça se reverse. Puisque vous, à ce stade-là, donc, il y a un marché excessif, on attend d'avoir des signaux évidents. Donc là, si vous n'aviez pas réalisé le TP sur la target, normalement avec ce genre de détection de contexte, il ne faut peut-être pas trop hésiter, mais à ce stade-là, vous attendez gentiment que le marché propose le pullback. Ouh, dis donc, il va bien haut ce marché. Oh! Ah tu vois que là, encore une fois, hein, tu peux faire le mariole sur les réseaux 99% du temps, et puis là, ouh merde, si j'avais pas fait mon TP, je me fais chasser à break-even comme un malpropre, et tous mes gains magistraux s'envolent. Donc comme quoi, en marché excessif, on est géré par un expérimenté. Et pour ma part, ici, je vous aurais dit, déjà ça, c'était le signe que, bon, ça, c'était peut-être un petit bonus un peu extravagant. Bonjour les années 2020. Mais voilà un peu le délire, d'accord? Donc pour moi, déjà, à ce stade-là, là, ça devenait très excessif. Et là, boum, on s'en mange une. Bon, bienvenue le Covid. Donc là, encore une fois, il fallait rappel à des notions de gestion, c'est-à-dire savoir dans quel environnement économique on est, etc. Il ne faut pas oublier que les actions, leur prix varie aussi en fonction de l'environnement économique. Donc là, c'était tutti quanti, n'importe quoi, to the moon. De toute façon, la Fed va supporter le marché quoi qu'il arrive. Bon, là, moi, je vous avais dit, je savais qu'on allait se manger une crise. Donc clairement, là, si je ne vous avais pas dit de faire vos TP, c'est que je faisais mal mon travail. Bon, bref, à ce stade-là, vous auriez dû faire tous vos TP, c'est-à-dire là, il vous reste que le trade en breakout à break-even, puisque normalement, malgré tout ce qui se passe, on ne peut pas revenir ici. Et là, qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce qu'on achète? Exactement. D'accord? Dans l'apprentissage que vous avez pour l'instant en tendance, ça, vous ne savez pas faire. C'est l'achat d'une deuxième borne de range au mieux. C'est un trade de niveau expérimenté. Donc, vous ne savez pas faire ça, ne le faites pas. Essayez pas de jouer les héros. C'est pas parce que vous avez l'impression de rater le trade du siècle, etc., qu'il faut le faire. D'accord? Donc là, pareil, ça veut dire que oui, c'est faisable de traiter ici, mais avec un expérimenté. Vous ne le faites pas en autonomie. OK? Donc à partir de là, on ne cherche pas le bottom, on ne fait pas le mariole pour avoir l'air de faire l'intéressant sur les réseaux, mais si on le fait encadré par une personne qui sait le faire. Sinon, hop, qu'est-ce qui se passe là? Que vous savez faire en autonomie. Là, il n'y a pas besoin d'aller demander à qui que ce soit. Ça, vous pouvez réaliser ces actions-là tout seul. Qu'est-ce que je fais là? TP sur tout ce qui reste. D'accord? Là, je viens de me manger un repli de 65% en 2 mois. Je ne sais pas dans quel environnement économique je suis, mais je ne vais pas m'amuser à shorter ou à acheter, ou etc. D'accord? Préservation du capital first. Ici, si vous aviez encore des trades en suivi de tendance, etc., ici, c'est TP tout le bordel. Moi, là, vu la violence du truc, j'avais un marché excessif qui se retourne, je veux plus de trades là-dedans. D'accord? Je me mets surtout pas vendeur, et je vais bien évidemment acheter la 4e borne, mais je ne fais pas le mariole sur la 3e.
D'accord? Là, vous aviez de beaux gains, prenez-les. Ok? Là, moi, à ce stade-là, marché excessif, mange un gros pullback, on attend que le pullback mature, j'achèterai la 4e borne avec un signal de tendance sur le canal de tendance, etc. Là, j'ai déjà tous les éléments, j'ai des clôtures sous les 50% de contexte, je sais déjà que je suis dans un contexte de pullback. Mais vu la violence du truc, putain, sortez-moi le trade en breakout, quoi. Par sécurité, ok? Ça marche pour tout le monde? Est-ce que ce type de gestion, vous l'auriez fait rationnellement? Parce que c'est comme ça qu'il faut réagir. Normalement, vous connaissez vos contextes, vous savez où se trouvent les zones de gestion, et après, posez-vous les questions sur ces zones de gestion en fonction de ce que vous avez comme environnement. Ici, quand on récolte les informations, vous avez des signaux qui indiquent à penser que ça va ranger dans cette zone. Donc pour ma part, laissez du temps au marché, reprenez derrière. Le dernier trade qui vous restera, normalement, pullback excès final. On reste haussier sur ce type de marché, mais franchement, après un beat pareil, on récupère clairement sur la 3e borne, bordel. Ok? Ça paraît évident pour ma part. Alors, des clôtures sous les 50% de contexte, c'est que ça fait partie des règles de votre pullback, d'accord? Pour pouvoir acheter le pullback, d'accord? Donc là, rappel, tout ça, c'est dans le prési, parce que c'est des règles que vous devez connaître par cœur, ou à défaut, utiliser le prési. Pour pouvoir trader un pullback, vous devez avoir plusieurs éléments techniques, d'accord? À valider pour pouvoir envisager un achat de pullback. Donc, il faut quoi? Au moins une clôture de contexte, d'accord? C'est-à-dire quand la boîte de contexte se ferme, il me faut une clôture de contexte sous les 50% de contexte. Donc cette bougie-là, elle clôture bien sous les 50% de contexte. Check. Ok? Il me faut un range mature sur le canal de tendance. C'est-à-dire, la 3e borne, je suis en train de la faire d'ailleurs. Donc la prochaine, ça va le faire. Et il me faut donc effectivement la fin de cycle de trend sine wave. Donc là, j'ai la fin de cycle trend sine wave. J'ai bien la clôture sous les 50% de contexte, j'ai juste pas encore le range mature sur l'unité inférieure. Donc là, normalement, je suis prêt maintenant à acheter donc la 4e borne. J'ai 1, 2, 3, j'achèterai le prochain contact sur le canal de tendance. Ça marche? Si j'ai un signal de tendance. Ok? Ah, ça fait de la patience encore, hein, et de l'incertitude, hein, parce que là, évidemment, celui qui veut maîtriser et qui attend d'acheter ici, tous les mois, il est là, non, qu'est-ce qu'on fait tous les mois? On vient juste laisser traîner une alerte. Encore une fois, je vous rappelle, ce genre de marché, là, quand on est dans des environnements comme ça, c'est pas là qu'il faut essayer de maîtriser, aller faire le gogol sur les réseaux pour dire, ah, moi je pense qu'il va se passer ci, il va se passer ça. Non, non, vous savez juste ce que vous faites si ça vient taper là. Point. Le reste, vous en avez rien à foutre, hein. Le reste, c'est du vent. Et vous les laissez, les gens qui vendent du vent. Vous les laissez vendre du vent. Voilà. Donc là, actuellement, ceux qui achètent Airbus, je m'en fous, moi, de ce qu'ils font. Ils auront peut-être raison, ils auront peut-être tort, c'est leur problème. Moi, mon problème à moi, c'est qu'est-ce que je fais avec mon capital. Et moi, mon capital, je ne l'expose pas ici. Voilà. Je l'expose où? Si j'ai un signal de tendance sur le canal de tendance. Ça marche? Ok? Là, j'avais bien un signal de tendance, mais il n'était pas sur mon canal de tendance. Je ne peux pas l'acheter. Voilà. Je suis obligé d'attendre ici, tranquillement. Je sais ce que je veux. Je suis déterministe, pas suiviste. Ok? Je ne suis pas là pour trouver le best trade et je m'en balèque si en soi Airbus, je rate le trade. J'ai une structure, j'ai une stratégie, j'ai des règles. Si ça passe pas sur Airbus, ça passera sur d'autres trades et c'est pas grave. Faut pas penser Airbus. Ok? Voilà le mindset, c'est bête méchant et c'est ça que vous devez faire. Mettez-vous en contexte, bouffez des fucking replays. Ok? Et essayez de voir comment vous auriez réagi étape par étape. Alors, refais-la moi. Tu peux expliquer pourquoi sur la 3BR en retard du début de l'analyse, il faut prendre à l'achat, c'est un suivi de tendance assuré pour toi. Je pense que c'est parce qu'on ne trade jamais contre son... Ouh là là, alors non, beaucoup trop de non-maîtrise. Donc, comme on l'avait dit, déjà, on est sur des contextes de tendance. Si tu poses ces questions-là, c'est que tu ne maîtrises pas encore le range et que tu n'as pas encore appris les structures de tendance. Donc, si tu nages, c'est normal. C'est parce qu'on fait de la tendance.
et je l'avais bien dit en intro, fais gaffe. Si tu essaies d'empiler plein de trucs qui font pas encore nécessairement du sens, c'est très mauvais. Parce qu'en soi, au lieu d'être productif, c'est contre-productif. Ça va mélanger les bases que tu es supposé solidifier. Donc reste focus sur le range. D'accord? Pour l'instant, il y a des ranges dans les tendances, mais tu sais pas encore qu'est-ce qu'on fait, enfin comment on fait et comment on traite ces trucs-là. Encore pire, là, donc je te dis, les structures de suivi de tendance et tout ça, ce sont des séquences dans la tendance que tu maîtrises pas. Donc ça viendra après. D'abord, maîtrise tout le range, trouver les troisièmes bornes, appliquer les stratégies nœuds quand elles sont là. D'accord? Et quand tu fais ça déjà de façon saine, sereine, sans hésitation, sans impatience et tout ça, là on attaque la séquence de tendance. Ok? Mais vraiment, moi je veux que tu sois à l'aise avec le range avant de commencer la tendance. Sinon, il y a tout qui va se mélanger. Oui, oui, oui. Alors ça, la troisième borne en retard, tu sais faire, hein, normalement. Et on l'avait vu ici. Raison pour laquelle il faut maîtriser ces trucs-là, ok? C'est vraiment important. Ok, normalement, troisième borne en retard, on doit être tous d'accord. Quelles sont les règles? La troisième borne en retard. Contexte à contexte, rebond sans faire de nouveau plus haut, je dois casser le canal de tendance, ce qui est bien le cas ici. Je rappelle, le canal de tendance, il trace une ligne de tendance, hein, en fait. Donc, effectivement, ici, votre canal de tendance, c'est ça. Donc, il fallait trader au moins au-dessus de ça. C'est bien le cas. Donc là, on casse le canal de tendance. Bon, là où j'ai dit ça me plaisait pas trop, c'est qu'on n'arrive même pas à remonter à 50% du contexte. Donc, c'est un rebond qui est pas foufou. Mais clairement, ça, c'est une troisième borne en retard, hein. OK? C'est bien les règles de la troisième borne en retard que vous devez connaître. Ça rebondit sans faire de nouveau plus haut, puis ça rebaisse, ça casse le point bas et ça renverse le contexte. OK? Oui, 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 tout à fait. Voilà. Ça fait partie des structures de range que vous devez connaître. D'accord? C'est comme on vous a dit, vous, quand vous voyez ça, là, la moyenne en dessous des contextes, vous devez savoir que c'est un contexte au moins de flux, ou etc. Vous ne savez pas encore si c'est tendance, pas tendance, vous savez juste que ce n'est pas du range. D'accord? Donc si ce n'est pas du range, il y a forcément une structure tendancielle. C'est probablement pas sur ce time frame, mais on s'en fout. C'est pas voilà. Juste pour vous, c'est tendanciel. Voilà. Ok. Vous ne savez pas séquencer ça, et je ne veux pas que vous sachiez le faire aujourd'hui. Vous savez juste une chose, quand il y a une forme de tendance, il y a toujours des troisièmes bornes. C'est tout ce que je veux que vous sachiez faire. Trouvez-les-moi, et c'est tout ce que je vous demande de faire. Quand vous faites ça correctement, tout va bien. Quand vous apprenez les structures de range total, c'est-à-dire quand vous avez un truc qui n'a zéro tendance, là, ça fait que rejeter, apprenez à trader les stratégies de nœuds, etc. De toute façon, il est 13 heures, donc on va basculer sur la structure de range et on va faire ce même exercice là dont on parlait. Quand il n'y a pas de tendance, on fait du nœud, point barre. Ah oui, c'est vrai, on avait décalé 10 minutes. Donc, bon, de toute façon, on ne va pas se lancer dans une autre analyse là. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à celle-là? Ok, ça, c'est typiquement l'exercice que vous devez faire, soit tout seul, soit en groupe. Ok, et typiquement, là, à chaque fois qu'il y avait une décision de gestion sur ce truc-là, c'est-à-dire concrètement, vous faites cette même exercice là, et à chaque fois que j'ai mis une petite flèche ou un petit machin, vous pouvez aller dans le Discord et créer une analyse. Pour, si vous avez un doute, bon, si vous êtes sûr, c'est-à-dire là, concrètement, je sais ce que j'aurais fait. Mais le but, c'est dès qu'il y a une zone d'ombre, une zone d'hésitation, d'accord? C'est là où vous avez toute l'utilité du Discord. Si vous n'arrivez pas à prendre une décision sur une zone, c'est qu'il y a soit des choses qui ne sont pas claires dans votre compréhension, et il faut rester humble. Si vous êtes en train d'apprendre, il n'y a aucun mal à aller sur le Discord et dire, bon, là, je ne sais pas trop quoi faire, aidez-moi. Et c'est là où vous allez voir. Soit vous allez être plusieurs à buter sur le sujet, vous êtes là, franchement, je sais pas, on n'arrive pas à se mettre d'accord, on fait soit que tort des règles, etc. Et bien là, vous me demandez. Moi, je vais trancher. Soit je vais vous dire, effectivement, il y a un truc que vous avez raté là, et vous ne le raterez pas du coup la prochaine fois. Soit je suis comme vous, je ne sais pas, dans ce cas-là, je réduis mon risque ou je passe à autre chose. Je vais sur un autre actif. OK? N'oubliez pas ça. Mais c'est en faisant des conneries que vous avancerez, hein. Donc, il ne faut pas avoir peur de faire des conneries, de les partager et d'avoir du feedback. C'est même comme ça que vous allez progresser. Ça marche pour tout le monde? Est-ce qu'il y a une analyse que vous voulez qu'on corrige? Ah oui, USD INR, c'est vrai, on l'avait promis au début, je vais le faire. Allez. Ok. Alors, de base, au bordel, c'est une histoire. Donc, normalement, on avait dit sur les paires Forex,
les paires majeures, ne doit pas y avoir de tendance. Parce que c'est souvent des ranges, juste parce que les banques centrales s'arbitrent entre elles. Bon, là, c'est pas le cas. Là, vous avez une devise forte et une devise faible, le roupie et l'USD. Donc, forcément, ça monte. Donc là, qu'est-ce qu'on fait là-dessus? On peut chercher une forme de séquence. Mais comme je vous ai dit, pour moi, les devises, c'est rarement des tendances. Enfin, il y aura, il ne faut pas trop chercher des tendances dans les devises. Parce que vous n'êtes pas sur des marchés libres. La devise, elle est maîtrisée par la Banque centrale. Donc, par défaut, chercher des tendances, ça peut, mais c'est compliqué. Bon, dans tous les cas, ici, est-ce que vous pouvez me séquencer une tendance? D'accord? Juste objectivement, enlève les bougies. Est-ce que ça, c'est une tendance? Tu pourrais au début, là, tu vois, tu identifies bien le range, il n'y a pas de souci, tu vois bien qu'ici, il y a une forme de travail, tu vois bien le breakout, là, tu pourrais me dire, OK, ici, structure de range. D'accord? Mais dans ce cas-là, si je remets les prix, toi, tu peux séquencer jusque-là, tu vois, ça monte, il n'y a toujours pas de pullback, puis là, boum, ça commence à péter les contextes au nord, au sud, plusieurs fois de suite. Là, à partir de là, déjà, tu ne sais plus faire tout seul, il faut demander de l'aide. Donc c'est forcément excessif. À partir de là, moi je fais mon job et je te dis, bah désolé mon gars, mais c'est ton truc là, c'est une devise forte, une devise faible. Ça va que dans un sens pour l'instant. Donc tant que la devise ne sera pas arbitrée, c'est-à-dire tant que la Banque centrale indienne fera pas quelque chose pour recorriger son taux de change, bah, ça va juste monter, quoi. Donc, encore une fois, on fait gaffe, ok? Ces trucs-là sont très compliqués à prévoir puisque il faut que vous sachiez déjà ce que va faire la Banque centrale, ce qui est quand même compliqué. Maintenant, quand il y a une devise forte, une devise faible, c'est vrai que c'est compliqué de se mettre dans le camp du faible. Ça fait peu de sens. Mais ça ne peut pas durer ad vitam aeternam. Là encore, il n'y a pas de structure en fait. Ce que je vais vous dire, c'est que là-dedans, moi, je ne sais pas dire ici, ça va se retourner, ou là, ça va acheter. Je ne sais absolument pas faire. Tu vois ce que je veux dire? Alors que moi, j'en connais des contextes, hein. Mais ça, je ne sais pas trader, moi. Je ne sais pas trader un truc pareil. Tout ce que je sais, c'est que j'éviterai de m'y opposer, vu que j'ai clairement un fort, un faible. Mais mis à part ça, je ne sais pas faire, hein. Ça peut se retourner à tout moment, ce truc-là. Si la Banque centrale, elle décide de changer de politique, ou que la Banque centrale américaine fait de la merde et que le dollar se pète la gueule, pouf, ton machin, il va faire en V-top, hein. Il va partir de haussier à baissier. Donc, est-ce que du coup, tu peux acheter maintenant parce que ça a l'air de monter? Bah non, moi, je ne sais pas faire. J'ai pas de gestion du risque là-dedans. J'ai pas de séquence à faible risque, j'ai pas de time frame de référence, c'est le vide juridique pour moi, ce truc-là. Quel est le seul trade que je peux faire là-dessus? On va voir si vous êtes malin. Parce que moi, dans ce truc-là, il y a des trades que je peux prendre. Et vous aussi, d'ailleurs. À défaut, hein, donc comme je te dis, il n'y a pas de séquence de tendance primaire identifiable là-dedans, c'est juste excessif. Mais moi, dans l'historique, il y a un trade, je sais que je l'aurais pris. Ça, il n'y a pas de doute. Non, 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 non. Surtout pas acheter les cassures. Moi, ça, j'aurais vendu. Pourquoi? Bah oui. C'est le seul trade dans lequel j'ai une gestion du risque que je connais. Maintenant, est-ce que j'y vais là, la fleur au fusil, gros levier, etc. Non, le machin est excessif, nique sa mère à l'achat. C'est la première fois depuis je ne sais pas combien de boîtes de contexte que les contextes se rejoignent. J'ai un signal de tendance à l'intérieur du contexte, le contexte détecté. Évidemment, j'y vais là, à la clôture de cette bougie, je vends avec un TP par là. Ça, c'est le seul trade que je sais faire. Je maîtrise, je connais. Par contre, là, le niveau de risque est élevé. Je ne fous clairement pas de 2% de risque ici à la vente. D'accord? Mais ce trade-là, je peux le prendre. Je connais et je maîtrise cet environnement. Signal de tendance, tentative d'accélération, renversement des contextes, troisième borne, etc. Bon, pas de souci. Je sais qu'un truc comme ça va se replier. En tout cas, ça a plus de chances de se replier. Pas forcément sur celui-ci, mais ça, face à 100 contextes comme ça, il ne faut pas hésiter à y aller. Maintenant, là, c'est clairement excessif. Donc, c'est vraiment ça, vous ne prenez pas ça en autonomie. Mais moi, en tant qu'expérimenté, j'ai pas peur de me mettre là, hein. Ah, mais ça peut péter, je m'en fous.
Moi, si tu veux, j'arrête d'avoir peur de me rater dans le trading. C'est l'inverse. Moi, je regarde juste quels sont les risques et quel est le capital que je suis prêt à exposer sur ce scénario-là. Si ça rentre dans mes gestions, pouf, c'est parti. Si ça rentre pas, je m'en cogne. Moi, je complexifie pas le truc au-delà de ça. Si au même moment, j'ai plein d'autres trades moins risqués que ça, je vais aller ailleurs, c'est clair. Si j'ai rien de mieux à foutre à ce moment-là, je t'y fous du capital là-dessus, aucun doute. Ok? Donc le prochain trade, eh ben c'est ça. Moi je m'en fous, je sais pas où ça va, mais tant que ça neutralise pas ça, je m'en balance. Dès que ce truc-là sera renversé, bah, je peux te garantir que je referai la même. Deux nouvelles ventes sur la troisième borne. C'est clair, net et précis, hein. Si ça se retourne, je vends la troisième borne, les yeux fermés, hein. Oui, oui, mais tu vois, pour moi, c'est vraiment une histoire qui dépasse largement la gestion du risque. C'est des gestions de flux monétaires, c'est très compliqué. Le forex, là encore, c'est un métier. Mais vous, il y a un truc que vous êtes capable de faire dans le marché, d'accord, qui fonctionne et qui ne nécessite pas de faire 10 ans d'études pour comprendre comment fonctionnent les flux, etc., les machins. C'est juste de dire, bon voilà, vous savez pas trader ce truc-là, mais vous savez que par contre, si ça se retourne, pouf, troisième borne, trade facile. Et à côté de ça, vous aurez tous les mecs sur les réseaux qui vont vous dire, ah, le taux de change, le machin, le carry trade, mais ben, envoyez les chier, putain. Faites votre putain de troisième borne, d'accord? Vous savez que dans les ranges, il faut pas écouter les news, pas écouter les machins, pas surinterpréter, on pose le cerveau et on trade comme un débile. Faites-le. En fait, si vous commencez déjà à faire ça, vous verrez que en soi, vous mettez déjà des pas dans le bon sens. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez devenir expert en réseau? Est-ce que vous voulez devenir expert en forex? Est-ce que vous voulez devenir expert investisseur, super millionnaire, milliardaire? Ou est-ce que vous voulez devenir analyste financier sur BFM TV? Ou est-ce que vous voulez apprendre à gérer votre capital en autonomie, comme des grands? Moi, je vous apprends à faire le dernier. Si c'est pas ça que vous cherchez à faire, il y a probablement plein d'autres mecs beaucoup plus compétents que moi pour faire de vous un trader BFM Business. Ok? Il faut juste savoir ce que vous venez faire. Moi, je réponds à un besoin très spécifique. Si c'est pas ça votre besoin, et personne vous a forcé à être là, personne vous force à écouter ce truc. Je ne sais pas ce que vous faites. Si vous êtes là pour vous divertir, je ne vois pas où est le côté divertissant de ce que je fais. Euh, Justement, normalement, c'est supposément imbitable, extrêmement technique. Et en plus de ça, apparemment, je suis condescendant quand je parle. Donc, je veux dire, je ne comprends pas ce que vous faites si vous écoutez ce truc-là alors que vous n'êtes pas là pour apprendre. Allez, du coup, il est 13h10, on va arrêter là. On démarre sur le range, du coup. Ah, mais j'en sais rien, moi je m'en fous de pour quand. Par contre, dès qu'il y aura la deuxième borne, je sais ce que je ferai de la troisième. Voilà, c'est tout. C'est tout bête et méchant. Moi, si je dois acheter des roupies avec des dollars, ah bah oui, ce sera mais sur la troisième borne. C'est-à-dire que je me fiche de savoir à quel moment ça va se reverse et pour quelle raison et de savoir quel super analyste l'aura anticipé. Je m'en tamponne, c'est pas un métier dans lequel je suis bon moi. Donc le forex, je cherche pas à anticiper, je m'en tamponne. Voilà, ce truc-là, il a un directionnel. Donc je vais pas chercher à savoir quand ça se reverse parce que je sais que ça pourrait se reverse à tout moment puisqu'il n'y a pas de structure. Je vais juste attendre que ça se produise. Terminé. Basta. Pas une tendance, ça. Moi, je sais pas c'est quand c'est ce truc-là, donc je sais pas où on va, je sais pas à quel moment ça se retourne, j'ai pas d'objectif. J'attends que ça se retourne. Quand ça se retournera, je saurai quoi faire. Trader du range. Ok, allez, donc on stoppe sur celui-là de replay. Je les mettrai en ligne comme d'hab après. Donc, pour ceux qui regardent en replay, ciao ciao, on se retrouve le mois prochain puisqu'on essaie de faire ça une fois par mois.